Le restaurant. Le pavillon doré brillait de mille feux ce soir-là, avec ses lustres en cristal et ses nappes blanches impeccables, qui reflétèrent la lumière tamisée des bougies, disposées sur chaque table. Élise a poussé la porte à 20 heures précises, comme demandé, portant cette robe rouge que Camille lui avait offerte 2 jours plus tôt dans une boîte élégante, avec un ruban doré. « Pour l'anniversaire de maman, tu dois être élégante pour une fois », avait dit Camille en lui tendant le paquet avec ce sourire qu'Élise connaissait trop bien. Elle aurait dû se méfier parce que sa sœur adoptive ne lui offrait jamais rien sans arrière-pensée, mais elle avait accepté le cadeau en silence comme elle acceptait tout depuis 28 ans. La salle privée était déjà remplie d'une quinzaine d'invités installés autour d'une longue table dressée avec un soin méticuleux. Sa mère adoptive trônait au centre dans sa robe beige discrète. Camille à sa droite en noir classique, les tantes et les oncles et les amis de la famille, tous habillés dans des tons sobres et raffinés. Et Élise en rouge vif au milieu de cette mer de neutralité, comme une tache qu'on aurait voulu effacer mais qui refusait de disparaître. Les regards se sont tournés vers elle quand elle est entrée, et elle a vu les sourires en coin, les coups de coude discrets échangés entre les convives, le petit rire cristallin de Camille qui résonnait dans ses oreilles depuis l'enfance comme une alarme annonçant le danger. Elle s'est dirigée vers sa place à l'autre bout de la table, celle qu'on lui réservait toujours, loin des conversations importantes et des rires complices. Le dîner s'est déroulé comme tous les dîners de famille auxquels elle avait assisté durant ces longues années. Foie gras et Saint-Jacques servis dans des assiettes en porcelaine fine, conversation polie sur les vacances aux Seychelles de tante Martine et la nouvelle Tesla du cousin Benoît, qui coûtait apparemment plus cher que le salaire annuel d'Élise. Elle mangeait en silence en répondant par monosyllabes quand quelqu'un daignait lui adresser la parole, ce qui arrivait rarement parce qu'elle était devenue experte dans l'art de se rendre invisible. Puis est venu le moment du champagne, et Camille s'est levée avec sa coupe à la main. Son sourire parfait plaqué sur le visage, portant ce collier de perles que leur mère lui avait offert pour ses 25 ans. Pour les 25 ans d'Élise, il y avait eu un livre de cuisine d'occasion avec des pages cornées et une dédicace à une certaine Pauline que personne ne connaissait. « Je voudrais porter un toast », a annoncé Camille, de sa voix claire qui dominait toujours toutes les conversations. Le silence s'est installé dans la salle et tous les regards se sont tournés vers elle, comme attirés par un aimant invisible, comme il l'avait toujours fait depuis l'enfance. À maman bien sûr pour ses 60 ans, mais aussi à notre famille, à notre vraie famille, celle qui partage le même sang et les mêmes valeurs et les mêmes souvenirs précieux. Elle a balayé la table du regard, en s'arrêtant délibérément sur chaque visage, avant de poser ses yeux sur Élise, avec cette expression que celle-ci connaissait par cœur, ce mélange de mépris et de satisfaction cruelle. Santé à notre vraie famille donc, sauf la fille en rouge bien sûr, elle est juste adoptée. Les rires ont éclaté autour de la table. Pas des rires gênés ou embarrassés, mais des rires francs et complices qui résonnaient contre les murs capitonnés. Tante Martine a secoué la tête avec un sourire indulgent. Le cousin Benoît a levé sa coupe en riant, comme si c'était la meilleure blague de la soirée, et leur mère n'a rien dit en sirotant son champagne, avec cette expression neutre qu'elle réservait toujours aux humiliations publiques d'Élise. Tous les regards attendaient sa réaction, espérant peut-être des larmes, ou une fuite dramatique qui alimenterait leur conversation pendant les semaines à venir. Élise est restée parfaitement immobile. Elle a pris son couteau, et elle a coupé délicatement son filet de bœuf avant de porter une bouchée à sa bouche. Elle a mâché lentement en fixant son assiette, avalé sans expression. Puis elle a coupé une autre bouchée. Le silence qui s'est installé était différent maintenant, plus lourd et inconfortable. Camille s'est rassise avec une légère déception dans les yeux, parce qu'Élise ne lui avait pas donné le spectacle qu'elle espérait. Elle a continué à manger tranquillement pendant que les conversations reprenaient autour d'elle, hésitante d'abord, puis plus assurée, et bientôt on l'avait oubliée, comme on l'oubliait toujours. Le dessert est arrivé sous la forme d'un gâteau monumental, décoré de macarons dorés et de fleurs en sucre, et tout le monde a applaudi pendant que leur mère soufflait ses bougies en faisant un vœu qu'Élise n'aurait jamais le droit de connaître. Les parts ont été distribuées, le café servi dans des tasses délicates, et c'est à ce moment-là que le gérant est apparu avec le petit coffret en cuir contenant l'addition. Il l'a posé au centre de la table en regardant autour de lui avec un sourire professionnel un peu hésitant. « Alors, qui règle l'addition ce soir ? 4 500 €.
Leur mère a eu un petit rire gêné en échangeant un regard avec Camille. « Oh, nous pensions que ce serait partagé entre toute la famille. Vous comprenez ?» Élise a senti tous les regards converger vers elle encore une fois. Elle a souri pour la première fois de la soirée, un vrai sourire qui venait de quelque part au fond d'elle, où la colère couvait depuis 28 ans. Elle a posé sa serviette sur la table, elle s'est levée calmement, et elle a désigné Camille du doigt. « Laisse sa vraie famille s'en occuper », a-t-elle dit d'une voix parfaitement calme. Ce n'est que le début. La salle du pavillon doré s'était figée dans un silence de cathédrale, après les mots d'Élise. Elle avait quitté le restaurant sans se retourner, laissant derrière elle le chaos qu'elle venait de provoquer, les exclamations indignées de sa mère et les cris hystériques de Camille, qui hurlait qu'elle allait la poursuivre en justice pour humiliation publique. Dans le taxi qui la ramenait vers son studio de Montreuil, elle regardait défiler les lumières de Paris à travers la vitre en sentant son téléphone vibrer sans interruption dans son sac. Elle n'avait pas besoin de vérifier pour savoir que c'étaient des messages furieux qu'elle lirait plus tard, ou peut-être jamais. Son cœur battait encore fort dans sa poitrine, non pas de peur, mais d'une excitation étrange qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Le téléphone a vibré une dernière fois, avec un message différent des autres, celui de Maître Dubois, son avocate. « C'est confirmé, vous héritez de tout, la signature est prévue mardi prochain à 14h. Élise a fermé les yeux en se laissant aller contre le siège usé du taxi. 3 semaines plus tôt, elle était encore cette femme invisible qui travaillait 50 heures par semaine dans un cabinet comptable pour 2005 € par mois, qui rentrait chaque soir dans son appartement de 25 mètres carrés où le chauffage fonctionnait mal. 3 semaines plus tôt, elle ne savait même pas que Marguerite Beaumont existait. La lettre de la notaire était arrivée un mardi matin dans sa boîte aux lettres. « Madame, nous vous prions de bien vouloir prendre rendez-vous concernant la succession de feu Marguerite Beaumont, dont vous êtes l'unique héritière. » Elle avait relu ces mots 10 fois, en se demandant s'il s'agissait d'une erreur. Le rendez-vous avait eu lieu dans un bureau au mur couvert de livres de droit reliés en cuir. Maître Dubois était une femme d'une 60aine d'années aux cheveux gris impeccablement coiffés, qui lui avait servi un café avant de s'asseoir en face d'elle avec un dossier épais. « Mademoiselle Élise, je sais que tout cela doit vous paraître irréel, » avait commencé la notaire d'une voix douce. « Marguerite Beaumont était votre grand-mère biologique. Elle est décédée il y a 6 mois d'un cancer du pancréas. Elle vous a cherché pendant des années, et vous a retrouvé il y a 5 ans, mais elle était déjà très malade. » Élise avait senti sa gorge se serrer. « Pourquoi elle ne m'a jamais contactée ? Parce qu'elle avait peur de bouleverser votre vie, » avait répondu Maître Dubois, en sortant une enveloppe cachetée. « Elle a préféré vous observer de loin et vous laisser ceci. » La lettre était écrite d'une main tremblante sur du papier ivoire. « Ma chère Élise, j'avais 17 ans en 1967 quand je suis tombée enceinte de ta mère. Ma famille bourgeoise m'a forcée à abandonner mon bébé dans un orphelinat pour éviter le scandale. » Élise avait lu ces mots dans le bureau silencieux, pendant que Maître Dubois attendait patiemment. La lettre racontait des décennies de recherches infructueuses, jusqu'à ce que Marguerite retrouve enfin sa fille devenue adulte. Mais c'était trop tard parce que celle-ci était morte en couche en donnant naissance à Élise. J'ai essayé de te récupérer, mais j'étais déjà malade, et les services sociaux ont refusé. Alors je t'ai observé grandir de loin, j'ai vu comment cette famille t'a traité, et j'ai eu le cœur brisé chaque jour. Élise s'était souvenue alors d'un anniversaire quand elle avait 12 ans. Elle était rentrée de l'école avec un dessin qu'elle avait fait pour sa mère adoptive, un bouquet de fleurs maladroitement coloriées. Camille l'avait intercepté dans le couloir avec ce sourire cruel qu'elle connaissait si bien. « Pourquoi tu perds ton temps avec ça ?» avait dit sa sœur en arrachant le dessin de ses mains. « Maman s'en fiche de toi, tu le sais bien. Elle t'a prise juste pour toucher les allocations de l'État. » Leur mère était apparue dans l'encadrement de la porte. Elle avait regardé le dessin déchiré sur le sol et elle avait simplement dit à Élise d'aller ranger sa chambre sans un mot de réconfort. Dans le bureau de Maître Dubois, Élise avait terminé de lire la lettre de Marguerite. « Pardonne-moi d'avoir été absente. Pardonne-moi de ne t'offrir que de l'argent maintenant. Mais prends cette vie que je n'ai pas pu te donner. Prends cet appartement et cette liberté, et construis-toi un avenir où personne ne pourra plus jamais te faire sentir que tu ne mérites pas ta place. » L'héritage comprenait un appartement haussmannien de 180 mètres carrés dans le 8e arrondissement, un portefeuille d'actions d'une valeur d'1 200 000 € et plusieurs comptes bancaires. C'est considérable.
avait murmuré Élise en fixant les documents. « C'est votre droit », avait répondu Maître Dubois. « Votre grand-mère voulait que vous soyez libre. » Le taxi s'est arrêté devant l'immeuble grisâtre de Montreuil et Élise est descendue en respirant l'air froid de novembre. Elle a monté les 4 étages jusqu'à son studio, en pensant que dans quelques semaines, elle n'aurait plus jamais à gravir ces marches usées. Mais d'abord, il y avait quelque chose qu'elle devait faire, quelque chose qui couvait en elle depuis 28 ans, et qui venait enfin de trouver sa voie. Élise n'a rien dit à personne pendant les 2 semaines qui ont suivi le dîner catastrophique. Elle continuait à se lever chaque matin à 6 heures pour prendre le métro bondé jusqu'à son cabinet comptable de la rue de Rivoli. Elle s'asseyait à son bureau gris et elle vérifiait des colonnes de chiffres pendant 8 heures d'affilée sous les néons blafards qui lui donnaient mal à la tête. Ses collègues lui demandaient parfois si elle allait bien parce qu'elle semblait différente, plus droite peut-être ou plus présente, mais elle répondait simplement que tout était normal et elle retournait à ses factures. Personne ne savait qu'elle passait ses soirées dans un appartement haussmannien de 180 mètres carrés, avec vue sur les Champs-Élysées, assise par terre au milieu des pièces vides, en lisant des livres sur l'investissement et la gestion de patrimoine. Maître Dubois lui avait recommandé un conseiller financier discret qui s'appelait Monsieur Renard, un homme d'une 50aine d'années aux costumes impeccables qui gérait les fortunes de vieilles familles parisiennes sans jamais poser de questions indiscrètes. Il lui avait expliqué comment diversifier son portefeuille, comment créer des sociétés écrans pour investir anonymement, comment transformer cet héritage en véritable puissance. « L'argent est un outil, mademoiselle Élise », avait-il dit lors de leur première rencontre dans son bureau du 16e arrondissement. « La question n'est pas combien vous en avez, mais ce que vous voulez en faire. » Ce qu'elle voulait en faire était devenu très clair un mardi soir, quand elle était tombée par hasard sur une publication LinkedIn de Julien, le fiancé arrogant de Camille. Il cherchait désespérément des investisseurs pour leur start-up de cosmétiques Biolux qui s'appelait Essence Naturelle. Un projet ambitieux qui promettait de révolutionner l'industrie de la beauté avec des ingrédients rares d'Amazonie. Élise avait passé la nuit à éplucher leurs documents financiers publics et elle avait découvert une entreprise criblée de dettes malgré des levées de fonds importantes, avec des dépenses marketing extravagantes et un train de vie somptueux pour ses 2 fondateurs. Camille postait régulièrement sur Instagram des photos d'elle dans leur nouveau bureau design du Marais, avec des captions inspirantes sur l'entrepreneuriat féminin et le succès mérité. Le lendemain matin, Élise avait appelé Monsieur Renard. « Je veux créer une société d'investissement », avait-elle dit calmement. Quelque chose de totalement anonyme. La société avait été créée en moins d'1 semaine sous le nom de Capital Ventures. Enregistrée dans un bureau virtuel du 15e arrondissement avec Monsieur Renard comme gérant nominal. Élise avait ensuite contacté Julien via un compte LinkedIn professionnel en proposant d'investir 200 000 € dans Essence Naturelle. La réponse était arrivée en moins de 2 heures. Nous serions ravis d'échanger avec vous sur les opportunités de partenariat. Le rendez-vous avait eu lieu dans un café branché du Marais. Julien était venu avec Camille, tous les 2 tirés à 4 épingles dans leur tenue de jeunes entrepreneurs à succès. Élise avait envoyé à leur place un associé de Monsieur Renard, un jeune homme compétent qui avait présenté l'offre avec un sourire professionnel. « Capital Ventures est intéressé par votre projet », avait-il expliqué en sortant un contrat épais. 200 000 € contre 15% départ, avec quelques conditions standards de gouvernance et d'audit. Camille et Julien avaient échangé un regard excité. 200 000 € résolvaient tous leurs problèmes immédiats, leur permettaient de continuer à jouer aux entrepreneurs prospères pendant au moins 1 an. Ils avaient parcouru le contrat rapidement, trop rapidement, aveuglés par les zéros sur le chèque. « C'est parfait », avait dit Julien en signant avec un stylo Montblanc qui coûtait probablement 1 000 €. « Nous sommes ravis de commencer ce partenariat. » Ce qu'il n'avait pas remarqué dans les 60 pages de clauses juridiques, c'était l'article 23, qui stipulait qu'en cas de détournement de fonds ou de dépenses non justifiées dépassant 10% de l'investissement initial, Capital Ventures avait le droit de déclencher un audit complet et de saisir l'entreprise pour remboursement immédiat. Élise avait regardé la photo que son associé lui avait envoyée plus tard. Camille et Julien, trinquant au champagne avec leur chèque de 200 000 €. Elle avait souri toute seule dans son appartement vide, en pensant que le vrai jeu ne faisait que commencer. Les semaines qui ont suivi l'investissement dans Essence Naturelle ont transformé Élise en équilibriste entre 2 mondes qui ne se touchaient jamais. Le jour, elle était toujours la comptable discrète qui arrivait à 8 heures précises au cabinet
qui vérifiait des notes de frais et qui mangeait seule à son bureau un sandwich jambon-beurre acheté à la boulangerie du coin. Le soir, elle devenait quelqu'un d'autre, une femme qui marchait dans son appartement haussmannien en écoutant les propositions de son conseiller financier et en apprenant à naviguer dans un monde qu'elle découvrait à peine. L'appartement du 8e arrondissement avait besoin de travaux importants parce que Marguerite l'avait laissé se dégrader durant ses dernières années de maladie. Les parquets étaient abîmés, la peinture s'écaillait sur les moulures anciennes, et la plomberie datait probablement des années 60. Monsieur Renard lui avait recommandé un architecte qui s'appelait Thomas Bernier, un homme de 35 ans au visage calme et aux mains couvertes de croquis d'encre. « C'est un endroit magnifique », avait dit Thomas lors de leur première visite en passant sa main sur les boiseries sculptées du salon. Il a juste besoin qu'on lui rende sa dignité. Élise avait aimé cette façon de parler, comme si l'appartement était une personne blessée qui méritait des soins attentifs. Ils avaient là passé des heures à discuter des plans, Thomas proposant de restaurer les éléments d'origine, tout en modernisant les installations pour rendre l'espace vivable. Il ne posait jamais de questions sur d'où venait l'argent, ou pourquoi une jeune femme comme elle possédait un tel appartement. Vous transformez cet endroit, ou vous vous transformez vous-même, avait-il demandé un soir, alors qu'ils examinaient des échantillons de peinture dans le salon vide où résonnait leur voix. Les deux, avait répondu Élise simplement. Les travaux avaient commencé en novembre, et Thomas venait presque chaque soir superviser les artisans. Élise passait après ses journées au cabinet pour vérifier l'avancement, et petit à petit, ils avaient développé une routine silencieuse qui ressemblait presque à une amitié. Thomas lui parlait de son divorce difficile 3 ans plus tôt, de sa fille Léa qui avait 8 ans et qu'il élevait seul depuis que son ex-femme était partie vivre à Lyon avec un nouveau compagnon. « Non, elle me manque la moitié du temps », disait-il en montrant à Élise une photo de Léa sur son téléphone, une petite fille aux cheveux bouclés et au sourire espiègle. Mais les semaines où elle est là, c'est comme si le monde entier avait un sens. Élise écoutait ses confidences, en se demandant ce que ça faisait d'avoir quelqu'un qui vous aimait inconditionnellement, sans calcul ni arrière-pensée. Elle ne parlait jamais vraiment de sa propre famille, juste des touches vagues sur une enfance compliquée, et Thomas respectait ce silence sans insister. Un mercredi après-midi, Léa était venue sur le chantier parce que la baby-sitter avait annulé au dernier moment. La petite fille avait exploré l'appartement en courant dans les pièces vides, déclarant que c'était un château de princesse qui attendait d'être réveillé. Élise s'était retrouvée à jouer avec elle, inventant des histoires sur les fantômes bienveillants qui habitaient les murs et les trésors cachés sous les parquets. Thomas les observait depuis l'embrasure de la porte avec une expression douce qu'Élise n'arrivait pas à déchiffrer. « Vous êtes différente avec elle », avait-il dit ce soir-là, après que Léa se soit endormie sur le canapé de chantier. « Plus vous-même. »« Je ne sais plus qui je suis vraiment », avait avoué Élise en regardant la petite fille dormir paisiblement. Pendant ce temps, dans un autre monde qui semblait à des années-lumière, Essence Naturelle commençait à montrer des fissures inquiétantes. L'associé de M. Renard avait activé la clause d'audit après avoir remarqué des dépenses suspectes dans les relevés trimestriels. 80 000 € dépensés en 3 mois pour des frais de représentation qui incluaient visiblement des vacances aux Maldives et des sacs de luxe achetés sur les Champs-Élysées. Le rapport d'audit allait arriver dans exactement 30 jours et Camille n'avait aucune idée de la tempête qui approchait. Le rapport d'audit était arrivé un lundi matin dans la boîte mail professionnelle de Julien sous la forme d'un document PDF de 40 pages qui détaillait méticuleusement chaque euro dépensé depuis l'investissement de Capital Ventures. L'associé de M. Renard avait joint une lettre froide et professionnelle qui donnait à Essence Naturelle exactement 30 jours pour rembourser les 80 000 € détournés ou faire face à une saisie complète de l'entreprise et à d'éventuelles poursuites judiciaires pour fraude. Élise avait reçu une copie du rapport dans son téléphone pendant qu'elle était assise à son bureau du cabinet comptable, entourée de collègues qui n'avaient aucune idée qu'elle venait de déclencher une bombe dans la vie de sa sœur. Elle avait lu les conclusions avec un mélange de satisfaction et de malaise qui lui tordait l'estomac, se demandant si elle était en train de devenir exactement le genre de personne qu'elle avait toujours détestée. Camille avait appelé leur mère le soir même dans un état de panique absolue. Élise le savait parce que sa mère l'avait contactée 2 heures plus tard, avec un message qui disait simplement « Viens à la maison demain soir. Il faut qu'on parle en famille. » Elle avait hésité à répondre. Sa première impulsion était de refuser,
et de continuer sa vie sans jamais remettre les pieds dans cette maison de Neuilly qui sentait toujours la cire d'abeille et les secrets étouffés. Mais quelque chose en elle voulait voir Camille face à face, voulait observer la panique dans ses yeux et entendre les excuses ou les accusations ou quoi que ce soit qui sortirait de sa bouche quand elle serait acculée. La maison familiale n'avait pas changé depuis des années, avec son salon bourgeois décoré de meubles Louis XVI et ses rideaux lourds qui bloquaient la lumière naturelle. Camille était déjà là quand Élise est arrivée, assise sur le canapé en velours, avec des cernes noires sous les yeux et les mains qui tremblaient légèrement. Julien était à côté d'elle dans un costume froissé, l'air d'un homme qui n'avait pas dormi depuis plusieurs jours. Leur mère a servi du thé dans des tasses en porcelaine comme si c'était une réunion ordinaire et non pas une intervention de crise. Anne. Élise, ta sœur traverse une période difficile, a-t-elle commencé avec cette voix douce qu'elle utilisait quand elle voulait obtenir quelque chose. Son entreprise fait face à des complications financières temporaires et elle a besoin de notre soutien familial. 80 000 €, a dit Camille d'une voix étranglée en fixant Élise avec des yeux rougis par les larmes. Il me faut 80 000 € immédiatement, sinon je perds tout. L'entreprise, ma réputation, tout ce que j'ai construit. Ce que tu as construit avec l'argent des investisseurs que tu as détournés pour des vacances et des sacs à main, a répondu Élise calmement en sirotant son thé. Le silence qui a suivi était tellement épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Camille a ouvert la bouche puis l'a refermée, cherchant visiblement une défense qui ne venait pas. Julien a regardé ses chaussures avec l'expression d'un homme qui réalisait enfin l'ampleur de ses erreurs. « Tu as des économies, n'est-ce pas ?» a dit leur mère en se tournant vers Élise avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Tu as toujours été si responsable avec ton argent, si prudente. Aide ta sœur, c'est ce que fait une famille. » « Non, » a répondu Élise simplement. Le mot est tombé comme une pierre dans l'eau calme d'un lac. Leur mère a cligné des yeux comme si elle n'avait pas bien entendu. « Pardon ? J'ai dit non, » a répété Élise en posant sa tasse avec un petit bruit sec sur la soucoupe. « J'ai travaillé pour chaque centime que je possède. J'ai vécu dans un studio minuscule pendant des années en économisant surtout pour avoir un peu de sécurité. La réponse est non. » Camille s'est levée brusquement, son visage passant de la pâleur aux taches rouges de la colère. « Espèce d'égoïste ! Après tout ce qu'on a fait pour toi, après t'avoir sorti de l'orphelinat et t'avoir donné une famille et une vie décente, vous m'avez adopté pour toucher les allocations de l'État et avoir une domestique gratuite, » a dit Élise en se levant aussi, sa voix restant étrangement calme malgré la rage qui bouillonnait dans sa poitrine. Ne réécris pas l'histoire Camille. La gifle est partie si vite qu'Élise n'a pas eu le temps de l'esquiver. La main de sa mère a claqué contre sa joue avec un bruit qui a résonné dans le salon silencieux, laissant une marque rouge et brûlante sur sa peau. Élise n'a rien dit. Elle a simplement ramassé son sac, tourné les talons et quitté cette maison pour ce qu'elle savait être la dernière fois. Élise était rentrée chez elle ce soir-là, dans son appartement du 8e arrondissement, où les travaux touchaient presque à leur fin, avec des parquets vernis qui brillaient sous les lustres restaurés, et des murs fraîchement peints, dans des tons ivoires qui captaient la lumière dorée du couchant. Elle s'était assise par terre dans le salon vide, en touchant sa joue encore brûlante de la gifle, et pour la première fois depuis des années, elle avait pleuré sans retenue. Thomas l'avait trouvée 1 heure plus tard recroquevillée contre le mur, les larmes séchées sur son visage et le regard perdu dans le vide. Il avait une clé parce qu'il supervisait les derniers détails de la rénovation et il était passé déposer les échantillons de tissu pour les rideaux sans s'attendre à la trouver dans cet état. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» avait-il demandé en s'accroupissant à côté d'elle avec une inquiétude sincère dans les yeux. Elle lui avait tout raconté alors, l'adoption, et les humiliations et l'héritage inattendu de Marguerite, la vengeance soigneusement orchestrée contre Camille et l'investissement piégé dans Essence Naturelle. Les mots sortaient comme un torrent qu'elle ne pouvait plus retenir. 28 ans de silence qui se brisaient enfin dans ce salon aux murs nus. Thomas avait écouté sans l'interrompre, sans juger, et quand elle avait terminé, il était resté silencieux pendant un long moment. « Et si au lieu de te venger, tu te libérais simplement ?» avait-il finalement suggéré d'une voix douce. « Pour moi, c'est la même chose », avait répondu Élise en essuyant ses yeux avec le dos de sa main. Il l'avait prise dans ses bras, alors sans demander la permission,
et elle s'était laissée aller contre son épaule, en respirant son odeur de bois et de térébenthine. Ils étaient restés comme ça longtemps dans la pénombre grandissante du salon, et quand il avait relevé son visage vers le sien pour l'embrasser, elle n'avait pas résisté. Le baiser était tendre et prudent, comme une question posée avec précaution, et elle y avait répondu en s'accrochant à lui comme à une bouée de sauvetage. Les jours suivants avaient à passer dans une sorte de brouillard étrange, où Élise continuait à aller travailler au cabinet comptable, tout en sachant que sa vie était en train de basculer complètement. Elle évitait les appels de sa mère et les messages de plus en plus désespérés de Camille qui suppliait, menaçait, puis suppliait à nouveau. Et puis un mardi matin, Camille avait débarqué directement au cabinet, avec des photocopies de documents bancaires et l'expression d'une femme qui n'avait plus rien à perdre. Elle était entrée dans l'open space, au milieu des rangées de bureaux où travaillaient une trentaine de comptables silencieux, et elle avait hurlé assez fort pour que tout le monde se retourne. « C'est toi !» avait-elle crié en brandissant les papiers vers Élise qui était figée devant son écran d'ordinateur. « Capital Ventures, l'investisseur mystérieux, c'est toi. Tu as de l'argent, des millions probablement, et tu nous regardes nous débattre comme des insectes. » Le silence dans le bureau était assourdissant. Les collègues d'Élise la regardaient avec des yeux ronds, essayant de comprendre ce qui se passait. Pourquoi cette femme élégante et hystérique accusait leur collègue la plus discrète d'être une riche héritière cachée. « C'est l'argent de notre famille », continuait Camille d'une voix qui tremblait entre rage et larmes. « Cette vieille folle de Marguerite aurait dû nous le laisser à nous, à sa vraie famille, pas à une adoptée qui n'a même pas son sang. » Élise s'était levée lentement, son visage complètement vide d'expression. « Marguerite Beaumont était ma grand-mère biologique », avait-elle dit d'une voix glaciale, qui portait dans tout l'open space. « Son sang coule dans mes veines, pas dans les vôtres. Elle m'a légué ce qui lui appartenait parce que j'étais sa petite fille, et vous n'êtes absolument rien pour elle. » Elle avait pris son sac calmement pendant que Camille ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau. « Vous avez 15 jours pour rembourser 80 000 € ou je saisis Essence Naturelle et je porte plainte pour fraude. J'ai toutes les preuves des détournements de fonds, chaque reçu de vos vacances aux Maldives payé avec l'argent des investisseurs. Choisis. » Elle était sortie du bureau sous les regards médusés de ses collègues, laissant Camille effondrée entre les rangées de bureaux. Le lendemain matin, son patron l'avait convoquée dans son office vitré. « Élise, votre situation personnelle pose problème, » avait-il dit avec un embarras évident. « Cette scène d'hier, cette instabilité, ce n'est plus compatible avec notre cabinet. Nous préférons nous séparer de vous. » Elle avait signé les papiers de licenciement sans protester. Élise était rentrée dans son appartement du 8e arrondissement cet après-midi-là, avec sa boîte contenant ses affaires personnelles du bureau, quelques photos et un cactus qui avait survécu 3 ans sur son bureau sans qu'elle l'arrose vraiment. Elle avait posé la boîte dans l'entrée en regardant les pièces magnifiquement restaurées autour d'elle, le parquet qui brillait sous la lumière de novembre, et les moulures anciennes qui racontaient des histoires qu'elle ne connaîtrait jamais. Elle avait gagné une bataille contre Camille, mais elle avait perdu son ancrage, ce travail monotone qui lui donnait au moins une raison de se lever chaque matin et de prétendre que sa vie avait un sens au-delà de la vengeance. Elle s'était assise sur le canapé tout neuf que Thomas avait choisi avec elle la semaine précédente, et elle avait réalisé qu'elle ne savait plus vraiment qui elle était, ni ce qu'elle voulait devenir. La sonnette avait retenti en fin d'après-midi, et c'était Thomas avec Léa, qui portait un sac à dos rose décoré de licornes. « On a pensé que tu aurais besoin de compagnie », avait dit l'architecte avec ce sourire doux qu'elle aimait de plus en plus. Et Léa voulait absolument voir le château de princesse maintenant qu'il est terminé. La petite fille avait exploré l'appartement en poussant des cris émerveillés devant chaque pièce, déclarant que c'était encore plus beau que dans ses rêves et qu'il ne manquait plus que des dragons gentils dans le jardin. Ils avaient commandé des pizzas et mangé assis par terre dans le salon, pendant que Léa racontait des histoires incompréhensibles sur son école et sa meilleure amie qui s'appelait Zoé. « Tu n'as plus à te cacher », avait dit Thomas plus tard quand Léa s'était endormie sur le canapé avec une couverture douce. « Tu peux être toi-même maintenant, sans ce cabinet qui t'étouffait et sans cette famille qui te détruisait. » Élise avait hoché la tête sans vraiment y croire, parce qu'elle ne savait pas encore qui était ce elle-même qu'il mentionnait. Le lendemain, elle avait reçu un message de Camille qui était complètement différent des précédents, écrit dans un français impeccable, sans faute de frappe, ni majuscules hystériques. « Je vais organiser un dîner au Pavillon Doré samedi prochain,
avec les mêmes invités que pour l'anniversaire de maman. Je dirai la vérité surtout devant tout le monde. En échange, tu annules la dette et tu nous laisses tranquilles. S'il te plaît. » Élise avait relu le message 10 fois en essayant de détecter le piège, mais il n'y avait que de la résignation et peut-être une petite lueur de dignité retrouvée dans ces mots simples. Elle avait répondu « D'accord », et elle avait passé le reste de la semaine à se demander si elle faisait la bonne chose. Le samedi soir, elle était revenue au pavillon doré, vêtue d'une robe noire simple, ses cheveux relevés en chignon strict. La même salle privée, la même table longue, les mêmes 15 invités qui la regardaient avec une curiosité malsaine, en se demandant quel nouveau spectacle les attendait. Camille était debout à sa place, pâle comme un fantôme dans une robe grise qui la vieillissait de 10 ans. Elle tenait une feuille de papier qui tremblait légèrement entre ses doigts. « J'ai demandé à vous réunir tous ici ce soir pour dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps, » a-t-elle commencé d'une voix qui ne portait presque pas. Elle a lu alors un texte qu'elle avait visiblement préparé avec soin, racontant les années de cruauté calculée envers Élise, les humiliations quotidiennes et les cadeaux d'anniversaire ridicules, la façon dont leur mère la traitait comme une domestique, pendant que Camille recevait tout l'amour et tous les privilèges. Les mots tombaient dans le silence de la salle comme des pierres dans un puits sans fond. Tante Martine avait détourné les yeux avec une expression gênée. Le cousin Benoît fixait son assiette. Leur mère avait essayé d'intervenir. « Camille, voyons, tu exagères. » Mais Élise avait sorti alors son téléphone et elle avait diffusé via une enceinte Bluetooth des enregistrements qu'elle avait collectés durant des années. La voix de leur mère à Noël dernier. « Élise, tu mangeras les restes après les invités, c'est suffisant pour toi. » La voix de Camille à son fiancé. « Cette conne adoptée ne mérite même pas qu'on se souvienne de son anniversaire. » Des années de petite cruauté capturées et conservées comme des preuves d'un crime invisible. Plusieurs invités s'étaient relevés et étaient repartis sans finir leur repas. Tante Martine s'était approchée d'Élise à la fin du dîner, avec des larmes dans les yeux. « Je suis désolée de n'avoir rien dit pendant toutes ces années, » avait-elle murmuré. « Tu méritais tellement mieux. » C'était la première fois qu'un membre de cette famille reconnaissait son existence comme quelque chose de valable, et Élise avait pleuré malgré elle. Mais en sortant du restaurant, elle avait croisé son reflet dans une vitrine, et elle ne s'était pas reconnue, ce visage dur et ce regard calculateur qui ressemblaient trop à ceux qu'elle combattait. Élise était rentrée chez elle ce soir-là, avec un sentiment étrange de victoire creuse, qui lui laissait un goût amer dans la bouche. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, les excuses publiques et la reconnaissance de la cruauté qu'elle avait subie pendant 28 ans. Mais quelque chose en elle s'était brisé en voyant Camille lire ce texte d'une voix tremblante devant tous ces gens. Thomas l'attendait dans l'appartement avec du thé chaud et cette présence calme qui l'apaisait sans qu'il ait besoin de parler. « C'est fini ?» avait-il demandé simplement. « Je ne sais pas », avait répondu Élise en s'asseyant à côté de lui sur le canapé, qui sentait encore le cuir neuf. « J'ai gagné, mais je me sens vide, comme si j'avais passé tellement de temps à vouloir cette vengeance que je ne sais plus quoi faire maintenant qu'elle est accomplie. » Le lendemain matin, Julien l'avait contacté via un message privé sur LinkedIn avec une proposition qui l'avait surprise. « Je quitte Camille. Elle est toxique et je m'en rends compte seulement maintenant. J'ai des informations sur d'autres fraudes qu'elle a commises, des choses que vous ne connaissez pas encore. Je peux témoigner contre elle si vous voulez vraiment la détruire complètement. » Élise avait fixé ce message pendant 1 heure en se demandant quelle version d'elle-même voulait cette destruction totale. Elle avait pensé à la petite fille de 12 ans qui dessinait des bouquets de fleurs pour une mère qui ne l'aimait pas, à l'adolescente qui travaillait le samedi pour s'acheter ses propres vêtements, à la jeune femme qui économisait chaque centime dans l'espoir d'une vie meilleure. « Non », avait-elle finalement répondu à Julien. « Je ne veux plus de cette guerre. » Elle avait appelé ensuite Maître Dubois pour annuler toutes les poursuites contre Camille et Essence Naturelle, abandonnant sa part dans l'entreprise et renonçant au remboursement des 80 000 €. « Vous êtes sûr ?» avait demandé la notaire avec surprise. « C'est beaucoup d'argent à laisser partir. »« Je suis sûre, » avait dit Élise. « Ils m'ont pris 28 ans de ma vie. Je ne vais pas leur donner 1 minute de plus. » Elle avait envoyé un dernier message à sa mère et à Camille ce jour-là, court et définitif. « Je renonce à tout. En échange, vous ne me contactez plus jamais. Vous avez eu votre dîner de vérité. C'est terminé maintenant. » Les semaines suivantes,
Élise avait commencé à construire quelque chose de nouveau avec l'argent de Marguerite. Elle avait créé une association pour enfants adoptés et familles d'accueil qui s'appelait les Racines Choisies, utilisant une partie importante de son héritage pour financer des thérapies gratuites et des programmes de mentorat. Elle formait aussi de jeunes comptables issus de milieux défavorisés en leur offrant des stages rémunérés dans un petit cabinet qu'elle avait monté dans le 11e arrondissement. « Tu as trouvé ta voie », avait dit Thomas un soir, pendant qu'ils cuisinaient ensemble dans la cuisine rénovée de l'appartement. Léa assise sur le comptoir, en les regardant avec ses grands yeux curieux. « Je crois que oui », avait répondu Élise, en souriant vraiment pour la première fois depuis longtemps. Leur relation s'était approfondie naturellement sans qu'ils aient au besoin d'en parler vraiment. Léa passant de plus en plus de temps dans l'appartement et appelant Élise par son prénom avec une affection spontanée qui réchauffait le cœur. « Je t'aime », avait dit Thomas un soir après que sa fille se soit endormie dans la chambre d'amis qu'Élise avait décorée spécialement pour elle. Pas l'héritière ou la femme qui se venge, mais toi, celle qui joue aux princesses avec Léa et qui pleure devant les films romantiques. Élise avait réalisé alors qu'elle avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait depuis toujours. Une famille choisie plutôt qu'imposée. Un amour qui ne demandait rien en échange. Mais 2 semaines plus tard, un article était apparu dans un magazine People avec le titre « Héritière millionnaire se venge de sa famille adoptive aimante ». Camille avait raconté une version déformée de l'histoire où elle apparaissait comme la victime d'une adoptée ingrate et calculatrice. La réputation de l'association Les Racines Choisies était menacée avant même d'avoir vraiment commencé. L'article avait circulé pendant 3 jours sur les réseaux sociaux avec des commentaires partagés entre ceux qui défendaient Camille et ceux qui trouvaient l'histoire suspecte. Élise avait reçu des dizaines de messages haineux sur LinkedIn et Instagram, des gens qui la traitaient de monstre ingrat et d'autres qui réclamaient sa version des faits. Thomas lui avait proposé de contre-attaquer avec leurs propres avocats, de publier les enregistrements et les preuves de maltraitance pour détruire définitivement la crédibilité de Camille. Mais Élise avait passé 3 nuits blanches à réfléchir en regardant Paris s'illuminer depuis les fenêtres de son appartement, et elle avait compris que répondre à la violence par la violence ne ferait que la transformer en quelqu'un qu'elle ne voulait pas devenir. Elle avait organisé une conférence de presse dans un petit hôtel du Marais, juste elle face à une vingtaine de journalistes curieux. Pas d'avocat. Pas de stratégie médiatique sophistiquée, simplement la vérité racontée avec ses propres mots. Je m'appelle Élise, et j'ai été adoptée à l'âge de 3 ans par une famille qui m'a traitée pendant 28 ans, comme si je ne méritais pas d'exister, avait-elle commencé d'une voix calme. Elle avait raconté les humiliations et les anniversaires oubliés, la robe rouge et le dîner au pavillon doré, l'héritage inattendu de Marguerite et la tentation de la vengeance qui l'avait consumée pendant des semaines. J'ai voulu leur faire mal comme ils m'avaient fait mal. Et pendant un moment, j'ai cru que c'était de la justice. Mais la vraie justice n'est pas la destruction, c'est la libération. Elle avait expliqué comment elle avait finalement renoncé à poursuivre Camille, comment elle avait choisi de consacrer l'héritage de sa grand-mère à aider d'autres enfants qui vivaient ce qu'elle avait vécu. Marguerite m'a donné bien plus qu'un appartement et de l'argent, elle m'a donné le choix de qui je veux être. Je choisis d'être quelqu'un qui construit plutôt que quelqu'un qui détruit. L'interview était devenue virale en quelques heures, avec des milliers de témoignages d'autres adoptés, qui racontaient des histoires similaires de familles toxiques et de maltraitance invisible. L'association Les Racines Choisies avait reçu des dons massifs et des demandes de soutien de partout en France. Camille avait perdu toute crédibilité quand plusieurs journalistes avaient vérifié les faits et découvert les incohérences dans sa version. Son entreprise avait fait faillite 3 mois plus tard. Julien l'avait quittée définitivement et leur mère était restée seule dans sa grande maison de Neuilly avec ses mensonges et son amertume. 1 an plus tard, Élise se tenait devant la tombe de Marguerite dans le cimetière du Père-Lachaise avec un bouquet de pivoine blanche. « Merci », avait-elle murmuré en posant les fleurs sur la pierre gravée. « Tu m'as donné la force de me choisir enfin. » Thomas et Léa l'attendaient auprès de la voiture garée dans l'allée bordée d'arbres. La petite fille avait maintenant 9 ans, et elle appelait Élise presque maman, avec cette logique d'enfant qui voyait les choses simplement. Ils formaient une famille étrange et imparfaite mais réelle, choisie plutôt qu'imposée. En quittant le cimetière, Élise avait aperçu une jeune femme d'une 20aine d'années qui pleurait devant une tombe proche, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. Elle s'était approchée doucement. « Ça va aller ?»
avait-elle demandé. La jeune femme avait levé des yeux rougis. « Je viens de perdre ma mère biologique. Je ne l'avais jamais rencontrée. J'ai été adoptée bébé, et maintenant il est trop tard. » Élise avait sorti une carte de visite de son sac avec le logo des racines choisies. « Appelez-moi quand vous serez prête à parler. Vous n'êtes pas seule. » Elle était retournée vers Thomas qui lui avait pris la main, vers Léa qui sautillait entre les tombes en racontant une histoire incompréhensible sur les fantômes bienveillants. Elle avait regardé une dernière fois la tombe de Marguerite et elle avait souri. Sa vraie victoire n'était pas d'avoir humilié Camille ou récupéré un héritage, c'était d'avoir transformé 28 ans de douleur en quelque chose qui pouvait aider d'autres personnes à ne pas rester prisonnières de leur passé comme elle l'avait été. Elle était enfin libre. Give it to me, baby. Nope. Oh, be so for real. No. Man. Hey, it's a shade. Spirit. Spirit? Spirit, yeah. Don't be sorry. At first I was thinking shade, but then They did all the non-shady it stuff. literally spawned right next to Wayward. It wasn't doing anything for a while. I don't know if you noticed that when you were making that pulsy pile. It was like kind of quiet. Nice. Thank you for the hug, old school. I've got some jobs ready for you. Oh, I made so much money. I think I'm gonna add finger guns. There's my secret command. Pocket boner. Pocket boner. Oh God. We've arrived. Check the equipment. Get set up before investigating. It's actually not that bad. Got a report that suggests a possible ghost sighting. Finger guns are cool. Spirit fingers Spirit are gun? cool. Spirit guns. Jacob, I'm just playing with friends right now. Spirit fingers. Did you hear that? We're friends. Okay. I'm throwing Do this we have a down cruci? right Okay. here. Oh, The controller, the controller. Cards again. The remote, the oh remote. God! There's so much happening. It's right here. Yep. I got the disturbed salt, but not the cruci. Yo, what's up, Beanie? Hey, maybe we can let's leave for a minute, so it doesn't just burn through that crucifix. Okay, actually, never mind. He's back. I just want to fine. see. I have checked my pockets for a bone. We're How not. you doing, Beanie? Chill out? I'm super chill. What do you mean? Yo, brother. I'm so locked in. Oh, it's laughing at us. Sounds are done. So, should we Beautiful as it goes. move to the kitchen or something? I'm gonna go look What for am the I bone. doing? Am I not chill? Oh, no Super ads for chill. me. No ads for you. What you doing? You looking for a Right, bone? Sarah? Yeah, I'm looking for bone. Tyler, can I look in your pocket? It's right there. It's right In there. your pocket? Got it. No. Rude. He hasn't left. Event Ghosty, I dare you. Right here. Do it. Well, I can pull some cards. Good pull some cards. Maybe you can get the devil card. Just be ready. I'm ready. Let's see. Consider my biscuit. Tyler's consider my biscuits risked. Yep. That is unfortunately something that I You ready? said. You ready, Tyler? What? Please don't risk my biscuits.
we're gonna die. Uh-oh. We're gonna die. You ready? It's gonna be a long hunt. You mean I'm just chilling out? Yeah, like, me too, Beanie. Just chilling out, dude. There's also exclamation point Chuck Norris for Chuck Norris jokes. And I added them the day that Chuck Norris died because it made me so sad. Oh, biscuit. Oh, he's fast. The Dio. Oh, 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 oh. I was so afraid. What am I drinking? Water. We still have to witness a ghost event. I feel so much better now, though. Yo, Sarah V, thing for the heart me. Why doesn't Chuck I Norris ever need a love, parachute? I Gravity apologizes I when he falls. love- Amen. I love. Dude, I thought I was toast for a second. Hey, Raiders. We could get in a raid. Hey, raid. I'm gonna step outside and